le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Corbatti Bourbon. Je t'ai promis, ça fait 25 ans. Mais vous oubliez tout ça. Alors, Monsieur l'Ambassadeur, Ça, c'est sérieux. et si je me permets, chers collègues, parce que je suis chers collègues, sous-préfets de Saint-Pierre et sous-préfets de Saint-Paul, je tiens à remercier très chaleureusement à l'association Corbatti Bourbon de me donner l'occasion de participer à cette soirée. Aux côtés de Michel Rocard, l'occasion de prendre la parole quelques instants, je vous dis, je vous rassure tout de suite, brièvement, pour évoquer les terres australes de la partie française qui sont confiées à ma responsabilité et dont le siège est à Saint-Pierre. Alors la conférence de ce soir va mettre en lumière la chance extraordinaire que représente l'économie bleue pour la France et ses outre-mer. Évidemment, ce sera la vision, nous avons la chance de connaître la vision de M. Rocard, je ne donne plus de titre, qui va nous faire partager sa vue sur ce sujet. Mais permettez-moi auparavant de souligner en quelques mots l'atout que représente au sein des Outre-mer les TAF pour la France, lorsque l'on veut répondre à la question comment mettre en valeur nos ressources tout en respectant notre environnement. C'est un peu notre quotidien de TAF. J'ai ici dans la salle le directeur respectif de l'environnement et de la pêche dans ses travail quotidien. Alors, si vous permettez, je rappellerai brièvement quelques caractéristiques des TAF qui sont un territoire assez largement méconnu, même de nos compatriotes, parce qu'il s'agit donc d'un territoire suis-je? On ne m'entend pas, je comprends. Un territoire qui s'étend de la sphère tropicale à l'Antarctique, jusqu'au pôle sud, et hormis la terre adélie en Antarctique, il s'agit de petites îles de taille modeste. Pour être précis, elles ne recouvrent que 7662 km², ce qui est même moins que la petite région de France, à savoir l'Alsace. Mais ce petit territoire, à lui seul, génère 2 390 000 km² de zone économique exclusive, soit 300 fois son espace terrestre et presque 5 fois la taille de la métropole. Et l'étendue de cette ZEE contribue à ce que la France soit le deuxième pays maritime du monde, juste après les États-Unis. Vu l'immensité de leur espace maritime, il est évident que l'économie bleue occupe une place particulièrement importante dans le travail quotidien des TAF. Et dans la même logique, il est tout aussi évident que les TAF ont leur rôle à jouer dans les considérations françaises sur ce sujet. Une autre particularité de ce territoire est sa dispersion, l'éloignement, les difficultés d'accès ou encore l'absence de population autochtone. Ces facteurs font que les TAF ne peuvent être gérés comme n'importe quel autre territoire. Ils bénéficient d'une spécialité législative, c'est-à-dire d'une capacité à passer des lois de manière autonome dans certains domaines, et c'est ce qui est un grand atout évidemment pour les TAF. Cette autonomie leur a permis d'embarquer sur des approches parfois innovantes dans la valorisation de son espace maritime. À titre d'exemple, je dirais que la ZEE des TAF est extrêmement riche en poissons et crustacés haut de gamme, tels que la langouste, la légine ou encore le thon, avec un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros par an. La pêche constitue la ressource principale des TAF. En obligeant les armements à débarquer les poissons au bord de la Réunion, la pêche des TAF constitue même un moteur de l'économie de la pêche, un moteur de la pêche de la Réunion. Elle crée quelques 300 emplois directs et 1 millier d'emplois indirects. Et les TAF se sont rendus très tôt qu'il était nécessaire de pérenniser ces ressources halieutiques pour continuer à pouvoir en user à l'avenir. Et les TAF se consacrent en conséquence à une pêche écologique et durable, en s'imposant une gestion draconienne fondée sur des quotas rigoureux. Cela dit, le succès de la pêche des TAF a été possible non pas en dépit, mais grâce à une gestion raisonnée qui équilibre les intérêts économiques et les avis scientifiques sur l'environnement. Autrement dit, les TAF
ne font pas de distinction entre la gestion des pêches et celle de l'environnement, et ce depuis quelques 60 ans, puisque la collectivité est dans sa 60e année. Cette approche consciente de l'environnement ne s'applique d'ailleurs pas seulement à la pêche, mais à tous les domaines de compétence des CAF, et la collectivité démontre de façon concrète qu'une gestion durable de l'environnement n'est pas exclusive d'une mise en valeur de ce territoire. Je dissocie en présence des convertissements, donc aussi l'attachement aux valeurs de l'environnement. Même si l'État ont pris conscience très tôt de cette nécessité et de la possibilité d'une gestion à la fois durable et rentable, nous sommes convaincus qu'il est toujours possible de faire mieux et davantage. En tant que porte de la France dans l'océan Indien, nous sommes déterminés à renforcer le dialogue et la coopération avec nos partenaires régionaux pour valoriser encore mieux ensemble cet espace. À l'heure actuelle, l'État s'attache à assurer une gestion durable exemplaire et à envoyer un signal fort, susceptible, du moins nous permettant d'espérer, d'inciter d'autres régions du monde à un comportement plus conscient de son environnement. Voilà, c'est sur ces quelques mots que je cède la parole à M. Rocard. Madame le préfet, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus ou anciens élus, vu mon âge canonique, c'est plutôt les anciens élus que je rencontre ici, mais il y en a peut-être quelques présents, qu'ils soient salués. Merci d'être aussi nombreux, c'est même un peu surprenant quand même. J'ai 3 ou 4 remarques préalables avant d'aborder mon sujet. La première concerne les TAF. TAF, Australe et Antarctique française. Je prendrais volontiers le pari, le tiers d'entre vous ne savez pas ce que c'était, au moins la moitié d'entre vous s'en foutent éperdument, ça n'a pas de rapport avec votre économie et les affaires. J'adore le hasard de circonstances qui fait que Madame le Préfet a voulu contribuer à ma propre conférence en vous apportant déjà quelques chiffres significatifs, quelques informations désignées que j'aurais à reprendre. C'était la première remarque préalable. La seconde, c'est que malgré le caractère amical, enthousiaste de la présence de Madame le Préfet, je suis ici en situation commerciale, privée, et je ne représente en rien le gouvernement français. Pour mieux d'ailleurs, j'aurais quelques méchancetés à dire. Vous sauriez, Madame le Préfet, faire l'autorité administrative de notre pays. Malgré mon existence un peu subversive sur longue période, j'ai un grand sens de la discipline. Je crois que la République ne fonctionne que dans le respect de la discipline. J'y suis prêt, éventuellement, quand c'est l'occasion. Mais c'est pas l'occasion, ça. Merci d'être là, en tout cas. C'est amical et c'est républicainement chouette. Ma deuxième remarque liminaire, c'est que mon sujet... Alors oui, ma deuxième remarque liminaire, au fond, c'est que je ne sais toujours pas bien pourquoi Cobati, les industriels, les commerçants, a décidé de donner les moyens et la capacité de venir réussir devant vous 3 fois de suite. Je ne fais pas l'hypothèse que vous manquiez de spectacle local. J'ai un peu plus de mal à faire l'hypothèse que Cobati aura parié sur votre ignorance générale. Simplement, ils ont compris que les hasards de la vie qui m'ont fait voir, tout le monde a des carrières, bien entendu, la mienne fut étonnamment disparate, diverse. Donc, elle m'a donné des lieux de découverte et d'apprentissage, inhabituellement nombreux. Au nom de quoi, je pérorerai devant vous avec quelques savoirs. Je reste modeste, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un politique spécialiste. Mais enfin, ça me fait plaisir. Toujours est-il que dans les 3 sujets, le plus grave était celui d'hier, qui consistait à la transition énergétique. Je vous dois l'aveu que j'ai été long, technique, ennuyeux. Il fallait détailler, précis.
vous avez de la chance que ce soir soit moins long parce que je suis moins informé. Et peut-être, à ce titre un peu moins orgueilleux, vous avez vos chances. Mais c'était l'économie bleue. Reste que je suis totalement incapable, par la compétence, de vous parler d'économie bleue mondiale, et en plus, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui vous intéresse le plus. Et donc, je vais évoquer l'économie bleue vue du point de vue de la France, et donc du point de vue de la Réunion dans la France. Là, il y a de quoi faire déjà. C'était ma seconde remarque préalable. La troisième a touché la France elle-même et la mer. Notre délicieux pays est un pays quand même un peu bizarre. C'est le plus maritime de toute l'Europe. La France à elle seule est plus long de kilomètres de côte que n'importe quel autre pays d'Europe, sauf la Russie, quand même. Mais beaucoup plus que la Grande-Bretagne, et que tous les autres pays qui se croient maritimes, Pays-Bas, etc. Et en plus, ces côtes de la France métropolitaine, pardonnez-moi, je viendrai à vous de temps en temps, vous perdez rien pour attendre. Les côtes de la France ouvrent sur 4 mers qui sont des horizons culturels différents. La mer du Nord, c'est l'ouverture de la France à l'extrême nord, à la Scandinavie, aux Pays-Bas, à un univers culturel plutôt germanique, déjà différent de nous. La Manche, sur l'univers sur l'ennemi tragique et irréversible, la Grande-Bretagne, le démolisseur de l'Europe, notre grand voisin frontalier des dernières guerres, grand ennemi de 8 siècles avant. Bref, des cousins fraternels, des aimants et au ski. L'Atlantique ouvre non seulement sur l'Espagne, mais aussi sur l'Amérique. C'est pour la France une ouverture culturelle formidable. Et vu d'un point de vue technique, portuaire, maritime, transport, c'est la meilleure des ouvertures. Et c'est extraordinaire. Et les derniers ouvrent sur la Méditerranée, la mer de la pensée civilisée, l'origine de la pensée philosophique, scientifique, et en tout cas démocratique. Elle est là. Je pense que c'est profondément que notre beau pays de France tire de cette diversité de ses ouvertures maritimes, l'extrême diversité des influences qu'elle subit, et donc l'extrême variété de ses savoirs, de ses traditions culturelles, de ses façons de vivre et de se comporter. Car vous le savez peut-être aussi, la France est le plus diversifié, ethnologiquement, structurellement, du point de vue des structures familiales, de tous les pays d'Europe, donc le plus difficile à gouverner, celui qui accepte le plus difficilement de l'être d'ailleurs, mais c'est notre superbe pays de France, il est comme ça, il a la mer dans son sang. Il a beaucoup vécu d'ailleurs. Un immense nombre de pêcheurs locaux, courageux, de baleiniers. Je suis maintenant ambassadeur auprès des pôles, tout ça commence avec l'histoire des baleiniers, c'est extraordinaire. Une immense histoire maritime. Nos dernières victoires navales maritimes furent splendides, mais elles avaient lieu au XVIIe siècle dans les Antilles, baillies de Suffren. Et puis, un peu de recherche scientifique, tout de même, il nous reste, on verra, des outils qui tiennent à cette histoire. Mais, non seulement Napoléon Bonaparte n'a pas compris, pas simplement senti la mer, mais en plus, il avait comme chef amiral, allez, c'est le premier champ, un homme qui n'était pas de taille, Aboukir Trafalgar, la honte, la perte. Napoléon Bonaparte n'avait pas senti venir le fait qu'il gagnerait ou perdrait la guerre sur mer. La plus jolie faute, personne ne la connaît, tout le monde l'a oublié, mais j'ai présidé pendant 5 ans un comité amical pour célébrer un centenaire, celui du commandant Nicolas Baudin, marin roturier de Marine Royale, qui devint républicain parce qu'on l'avait chassé, parce qu'il n'était pas noble, qui devint marin de commerce et illustra ses formidables talents comme commandant de bord, et que, tout à la joie d'avoir conduit l'admirable opération scientifique et culturelle
de l'Égypte, Bonaparte, premier consul en 1800 tout juste, renvoie en Australie pour refaire une opération de cartographie, d'inventaire biologique, d'inventaire monumental historique, de ce qu'on appelait le Nouvel-Hollande, sans savoir encore si c'était un continent ou simplement un grand archipel. Et voilà le meilleur, incontestablement, le meilleur du commandant à la mer, sous le règne de Napoléon Bonaparte, se balade dans l'océan Indien du Pacifique pendant 3 ans, quand il commence pour l'Empire. Il est d'ailleurs, c'était un commandant brutal, méchant, peu aimé, gros conflit à bord entre sa délégation de savants et lui-même. Une brute, mais une de ces grandes brutes efficaces et terribles. Il est mort de la tuberculose ici, qu'il savait. Un anniversaire à fêter. Donc il n'est pas revenu en France. 7 ans après, le grand Cuvier, devant l'Académie des sciences, explique que le bilan d'un inventaire d'espèces vivantes, ou empaillées, ou archivées, végétales ou animales, que le bilan culturel de l'expédition Baudin en Antarctique a doublé, bien entendu, doublé le volume du savoir humain sur les espèces vivantes. Mais on ne savait rien. Ils sont trop battus entre Baudin et ses officiers, entre tout ça et les scientifiques. C'était la guerre civile entre les rescapés quand ils sont arrivés en France. On a enterré ce savoir, il a presque disparu. En tout cas, voilà comment Bonaparte a oublié de s'occuper de la mer et a laissé Nelson prendre le commandement et finalement il était vaincu par le blocus, comme vous savez. Mais quand même, l'homme avait de la brutalité et il a trouvé qu'il fallait punir la marine. C'est d'ailleurs bien moins. Les forces armées ne font pas leur travail, même le client qui est aujourd'hui, il faut une sanction. Et donc, on a puni les officiers de marine en leur refusant notamment les références de la politesse. Mon général veut dire monsieur le général. C'est une abréviation d'une formule de politesse. Terminé. Pour les officiers de marine, on a quoi? Amiral, commandant. C'est une punition. On continue. Ils sont tout avalés, ils ne savent plus pourquoi. Bref, la France se met à avoir honte de sa marine et à l'oublier. La marine de commerce se développe discrètement et sans trop le dire et sans trop le montrer. La marine militaire n'emporte plus un succès en mer pendant 150 ans. La France a oublié la mer. La France, 5500 km de côte, sur 4 mers en Europe. La France a oublié la mer. Et c'est toujours le cas. Et puis nous voilà dans la désorganisation générale du système capitaliste, dans une crise financièrement épouvantable qui nous fait des explosions tous les 4 ou 5 ans, je ça, qui pire encore a engendré dans nos pays chômage et précarité pour 30% de la population depuis 30 ans, avec une vraie question qui est celle de savoir si c'est pas le commencement d'un vrai déclin ou seulement une crise momentanée, on n'en sait rien. Et au milieu de tout ça, on cherche des espaces de sursaut. On cherche des moyens de sortie. Je vais demain soir United Nations Convention of the Law of the Sea, qui d'abord fixe enfin ce que c'est la zone économique exclusive, ce que c'est que les eaux territoriales, 12 000 marins, et surtout prévoit que tout pays riverain d'un océan ou d'une mer qui peut démontrer qu'au-delà des 200 000 marins, le 1000 marins étant à 1850 km, ça vous fait du 350 km quand même. Hein. C'est déjà le... Au-delà de cette zone d'économie qui définit la zone économique exclusive, tout pays, qui peut démontrer qu'au-delà, au sol sous-marin, et la continuité géologique absolue, identité des matériaux,
continuité des reliefs. Elle a le droit, la possibilité de demander au comité compétent, il est de l'ONU, il siège à Londres, il est membre de l'Organisation maritime internationale, il s'appelle le CLPC, le comité des limites du plateau continental, la prolongation de sa zone économique exclusive jusqu'à 150 autres milles marins plus loin, 350, 720 km. C'est pareil, vous voyez les espaces que ça fait. Et ce traité, qui est 82, donne à chaque pays qui le ratifie 10 ans, tout juste, au jour près, entre sa ratification et la cessation de son droit, pour présenter cette demande. Monde entier. Il se trouve que ça joue beaucoup dans l'Arctique, c'est mon boulot, mais c'est pas mon sujet de ce soir. Monde entier, tout le monde y est allé. Il n'y a 80 membres. Le comité est surchargé de travail. La France en a fait 7 ou 8 des membres. D'abord, autour de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je suis étranglé, vous pouvez comprendre. En plus, j'ai découvert que vous êtes furieux parce qu'il n'y en a pas pour la Réunion. Il se trouve que les scientifiques français compétents ont trouvé qu'il n'y avait pas matière A, que nous serions rejetés. Mais il y en a autour de Tromelin, il y en a autour de 2 ou 3 de vos domaines, il y en a autour des Kerguelen. Il y a une demande qui concerne l'archipel des Crozets. 8 ou 9, vous dis-je. 50 travail pour le comité de limite du plateau continental. Madame le préfet, quel bonheur. Dans 5 ans, nous serons à la tête du domaine maritime, d'un domaine maritime de 14 millions de kilomètres carrés, le premier du monde, avant même les États-Unis. Ça, c'est le droit, dans l'état actuel des choses, qui est qu'on ne sait pas très bien ce qu'il y a dessous. Hors dessous. D'abord, il peut y avoir beaucoup de poissons. Il ne vous échappe pas, c'est aussi une information que vous devez avoir. Je suis tragiquement obligé de vous la confirmer. Tout ce qui est poisson est espèce vivante menacée. Le plus grand expert du monde sous-marin et de la ressource halieutique est canadien. L'avant-dernier de ses livres, Net d'Ac, 5 ans, était titré 2050, point d'interrogation, un monde sans poissons. Point d'interrogation. Nous sommes 7 milliards d'humains, et 1,5 milliard qui ont le poisson comme aliment principal. Un monde sans poisson. En plus, le réchauffement progressif, lent, mais quand même indiscutable des océans, les chasse vers le Grand Nord. Dans l'océan glacial arctique en train de se dégager de la glace, on n'a pas encore pêché, sauf dans les zones jamais prises en compte. Mer de Norvège, mer de Kara, mer de Barents, mer des Trouches, et le vôtre dont j'oublie les noms, pardonnez-moi, c'était non imprononçable, bien entendu. Mais on pêche beaucoup. Ça, c'est les littoraux de l'océan Arctique qui ne sont jamais en glace. Mais sur les 12 millions, qui sont 12 millions de kilomètres carrés qui sont tout le temps, on va sûrement pêcher beaucoup. En ce moment, on ne le fait pas. La dissuasion va probablement des clubs d'assurance. Pas d'instrument de secours, aucun accident, pas de moyens de recherche, encore moins de sauvetage, pas de port d'accueil. 7000 km de côte sans port, c'est pas plus dangereux. Et toutes les mers icebergs restent des mers extrêmement dangereuses du point de vue de la navigation. Et donc on sait qu'on va manquer de poissons. Or, où est-ce qu'il est? Sinon, dans ces zones immenses, avec 14 millions de kilomètres carrés, la France va être à la tête d'une responsabilité triple ou quadruple. Premièrement, connaître, mesurer, identifier, décréter en danger ou pas en danger telle ou telle espèce de poisson. Et puis, il ne faut pas ça. C'est bien fou. Deuxièmement, quoi qu'il se passe dans ces eaux, poissons et pas seulement poissons, on s'y disputera. Il a raté dans la création, Dieu a fait l'homme un peu méchant quand même sur les bords. On n'imagine pas la présence humaine sans des trafics, sans des combats, de la piraterie. La pêche est un secteur d'activité plein de contrebande. C'est d'ailleurs votre boulot. Pardon. Vous faites superbement. Et donc, deuxième responsabilité.
Troisième responsabilité, mettre de la méthode et de la déontologie dans l'approche de tout ça. L'exploitation de la ressource, c'est qu'il pourrait bien n'être pas calieutique, mais c'est énorme. Autre aspect, sous la mer, il y a évidemment beaucoup de ressources minéralogiques. Certaines sont probablement biologiquement intéressantes et pourraient, on le dit, contribuer à de l'alimentation. Je viens d'apprendre, parce que j'apprenais ma conférence en temps, moi je connaissais rien à ce sujet il y a 15 jours. Un vieux copain à moi qui est dans la salle, il s'appelle Wilfried Birti, il est là, salut Wilfried. Il vient de m'apprendre que dans votre territoire, chère Madame le Préfet, on dénombre 350 espèces d'algues, dont beaucoup sont utilisables par l'homme et quelques-unes peut-être de manière alimentaire. Un espace sourd, c'est clair. Et puis, il y a certainement aussi beaucoup de ressources minérales des fonds sous-marins, qui ont un intérêt minéralogique, voire même énergétique au sens fossile, quasi. Mais surtout, sur un autre sujet, celui sur lequel Cobati m'avait chargé d'ennuyer vos concitoyens hier soir, la transition énergétique. Nous allons manquer d'énergie, il y a des drames. L'humanité rêve des produits de remplacement, qu'on appelle des énergies renouvelables. Le drame économique de ces années-là, ici, qui est présent, c'est que tous les deux, le lumineux, photovoltaïque, ou le venteux, l'éolien, sont intermittents. Il arrive au vent de s'arrêter, il arrive au soleil de se coucher. Au mieux qu'il continue d'ailleurs, c'est une plaisance. Et dans ces conditions, il faut une énergie de remplacement. Qui sera fossile, naturellement. Vous voulez produire 1000 mégawatts d'énergie électrique. Si vous les voulez vraiment en renouvelable, il faut construire la capacité de produire 5000, dont les 4000 autres en fossile, pour faire face aux intermittences. Je suis écolo de tempérament, de structure mentale et d'amitié et de vocation politique, mais je supplie toujours mes copains écolos d'accepter de calculer. D'accepter de prendre du temps, de ne pas s'emballer, de ne pas dire n'importe quoi. De calculer, y compris la dangerosité. Tout le monde, je sais que le nucléaire est dangereux, mais il est quand même tellement moins que le charbon qu'il vaudrait tellement mettre une grosse vite avant d'être prêt à le remplacer. Par exemple. Toujours est-il que quand sous la mer, à partir de 7, 8, 10 mètres de profond et jusqu'à 30, de puissants courants, à 7 nœuds, 14 ou 15 km/h, vous voyez la violence, sont absolument permanents. Coller des turbines là-dedans, ça fait partie de la réponse, à l'évidence, beaucoup plus puissamment, probablement des renouvelables terrestres. Vous avez charge. Alors je vais blaguer, à condition que Mayotte, la Réunion, l'État, tout ça travaille ensemble. Il vous faut une région. Pardon, vous mettez dans le plat électoral local, mais coordination, savoir commun, expérience commune. Vous avez le devoir d'aller investiguer tout ça. Il n'est pas improbable qu'avec sa découverte de territoire maritime de puissance, la France soit à la tête des réserves énergétiques sous-marines parmi les plus fortes du monde. J'ajoute que ça vaut pour ce qui est plus compliqué. On sait maintenant, je ne connais rien, je ne suis pas scientifique. À la limite, j'aurais dû demander pardon pour mon incompétence. Mais j'ai eu une telle voracité à découvrir ces savoirs partiels que ça me fait plaisir de vous les communiquer, même si je les connais mal. On sait maintenant faire de l'énergie en utilisant la différence de température de l'eau entre la surface et 10 mètres en dessous. Alors, ça doit être marginal, c'est sûrement petit, mais on sait que c'est marginal à 14 millions de kilomètres carrés. Et ça aussi, si la métropole tarde un peu, réfléchit, doit réunionner, doit exiger, cogner et faire, puisqu'il est territorialement engagé et responsable. Enfin, on pourrait continuer, tout ça fait naturellement beaucoup de choses. Les énergies renouvelables sont probablement le plus gros.
Voilà ce qui me vient à propos du local. Je pense vous l'avoir. Élargissons un peu le propos et regardons non plus la France, mais le monde dans sa relation avec l'économie maritime. Les hydrocarbures offshore, le transport maritime, le tourisme, la pêche, un peu la recherche. Tout ça fait de l'activité, de la création d'emplois et de l'argent. On calcule. Alors je me suis amusé, en votre honneur, à chercher un peu les chiffres. Pas de chance. Premier élément de la conscience mondiale. Les chiffres ne sont jamais regroupés. Ils ne sont pas calculés de la même manière. Beaucoup sont en chiffre d'affaires, en dépenses totales. Pas mal d'autres sont au chiffre d'affaires déduit des investissements, c'est-à-dire dans le mode de calcul du fameux produit international, produit intérieur brut. Donc c'est pas très comparable. Pardonnez-moi, je ne pouvais pas tout seul dans mon coin, ne sachant pas observer un ordinateur, je ne suis pas de la génération de l'écran, moi j'appartiens à la catégorie des plus gros hommes quand même. Pardonnez, je vais vous lâcher des chiffres en vrac, vous en faites ce que vous voulez. Je souhaite simplement que vous impressionnez. Le produit intérieur brut des États-Unis est à 17 000 milliards de dollars, 4 par an. Celui de la Chine à 10,4, celui du Japon à 4,8, celui de l'Allemagne à 3,8, celui de la France à 2,9, celui du Royaume-Uni aussi. On a une compétition et le calcul dépend du cours de la monnaie au sterling par rapport à l'euro. Donc c'est aléatoire. Celui de l'ensemble des océans dans le monde, 7e puissance économique du monde, est à 2,5. Plus ça. La 7e économie mondiale est océanique. C'est assez étonnant. Entrons dans le détail, en venu non plus, avec des chiffres calculés en forme mondiale brut, c'est-à-dire des déductions faites des investissements et des charges de remboursement, mais en chiffre d'affaires. Valeur de l'économie océanique, production directe des océans, poissons et algues, 6,9 milliards de dollars par an. Commerce maritime, 5,2. Production indirecte, le tourisme, tout grand Dieu, 7,8. Et vous devriez y avoir une part, c'est une telle merveille, il y a même les Comores dedans, les estropiés de la nature, de la guerre et de la folie humaine, le sommet de la pauvreté humaine, que je connais bien. On va avoir tenté depuis Bruxelles d'y faire des arbitrages et un peu de paix, sans y arriver naturellement. Mais les Comores, c'est les Seychelles, à condition d'être équipés. Comme départ touristique, ça dit de la Réunion, etc. C'est ça pour vous l'économie bleue, naturellement. Simplement, il faut être prêt. Et puis, après le tourisme, 7,8 milliards de dollars, l'absorption carbone. Car, mesdames, messieurs, chers amis, j'arrive au point absolument majeur. La principale vertu des océans, c'est d'absorber du gaz carbonique. Par eux tout seuls et par leur masse, les océans sont déjà le premier contrepoids, la première entrave au déferlement de l'effet de serre. Formidable. Et tout ça évalué à quelques 4,3 milliards de dollars, ce qui est gigantesque. Je vous décline aussi, parce qu'elle m'a intéressé, moi elle m'a amusé. Les autres, c'est les chiffres franco-français, ceux-là. Là, j'étais mondial. Mais en chiffre d'affaires. J'arrive au franco-français. Exploration offshore de tout ce qui est pétrole. 700 milliards de dollars. Non, chiffre mondial, pardon, je viens de dire une bêtise. Pêche, aquaculture, de l'ordre de 7 à 800 avec l'exploration offshore. Ressources halieutiques, 122 milliards de dollars. Construction navale, 120. Transport
de toute nature et services en mer. 400 de volume. Vous vous servez un peu de la mer, vous ne fournissez pas ici à Saint-Denis, enfin à Réunion, vos services en mer. Et le travail, une société qui dit le droit, qui classification, qui étalonnage des navires, des livres, les certificats de navigabilité, etc. Ça fait tout de même 3 ou 4 milliards de dollars en plus. On n'est pas dans le rien du tout. Tout ça arrive à la Constitution centrale, quelle que soit la manière de chiffrer, quelle que soit la manière de chiffrer. L'économie maritime dans le monde, ça retenez, représente 2000 milliards de dollars. C'est la première au monde. Avant l'agroalimentaire. Avant l'agroalimentaire mondial. 1200 milliards de dollars. Encore plus avant l'aéronautique, la troisième, à 600 milliards de dollars. L'économie maritime, c'est formidable. Bah oui, pardon, excusez-moi. Voilà ce qu'il me fallait vous dire. Vous comprenez que je travaille à l'intimidation, là. On n'est pas dans un processus de décision, mais je voudrais non seulement vous convaincre que ça ne suffira pas, créer de l'enthousiasme. Et terroriser tous vos élus responsables à l'idée que vous fâchiez devant la sous-exploitation de la recherche maritime. Voilà. Au futur, il est clair, devant la crise énergétique, qu'on va se calmer dans l'exploitation du pétrole et du gaz sur Terre et qu'on va intensifier les exploitations pétrolières et gazières offshore. Il est clair donc que les services de transport et de services rendus à l'activité pétrolière en mer vont augmenter beaucoup. Troisième activité, à peine commençante, au futur énormément florissante, à côté de chez vous en Afrique sans doute, avec la possibilité, j'en ferai volontiers une condition, que vous soyez animateur du processus technique. Le dessalement de l'eau de mer, Mozambique, Kenya, l'Afrique du Sud, le dessalement de l'eau de mer est une nécessité pour vous tous. Donc ça va venir aussi sur vos côtes. Et puis naturellement, le travail des ressources minéralogiques, l'hydrolien sous-marin offshore et l'exploitation des minerais sous-marins qui soient énergétiques ou alimentaires. Voilà le potentiel à une vue humaine de 30-40 ans. Je n'ai fait aucune allusion à quelque chose qui ne serait pas encore inventé, du développement de l'économie ultra-marine. Il a de faire passer pour la Réunion la part de votre produit brut, de votre richesse locale, de vos salaires, de vos emplois, de 3% du total chez vous à un bon 10 ou 15%. C'est à vous de vous y mettre. Comme le fonctionnement contemporain du grand capitalisme a réussi à obliger tous les États à s'endetter, un crime, le commentaire pour un soir, l'État est fauché, n'attendez plus rien de lui, sachez que vous êtes dans responsabilité. Inventer, il y a de quoi. Le crédit agricole, tout malin, est prêt à financer tout ce qui est rentable. Donc, ce que je viens de vous raconter, ne vous échappez pas, il y a énormément de ressources potentielles tout à fait possibles. Voilà. Je n'oublie rien de décisif. Alors, quatrième partie, les atouts de la France dans cette affaire. Parce que quand même, on a oublié la mer, bon, peut-être bien. Il nous restait les côtes. Il nous restait les ports. Un détail sur les ports. 25% du trafic de marchandises de Rotterdam et d'Anvers est amené par la navigation fluviale interne derrière. Le petit maire de Conflans-Sainte-Honorine en 1978, ça fait maintenant 37 ans. Conflans-Sainte-Honorine, c'est le plus grand confluent de France. Je
j'étais l'hébergeur des bateliers sans métier, prévoyant la fin de leur avenir. On pleurait beaucoup. Dans un pacte autour d'une invention, celle du canal maritime Seine-Nord à grande dimension. On va peut-être finir par le faire. Enfin, 40 ans après, c'est pas mal. On dit d'aller plus vite pour le métro. En tout cas, je suis assez fier que ce soit une idée à moi. Il y a de quoi ramener Le Havre, et même Rouen, dont l'alimentation commerciale pour le trafic maritime vient à 5% du trafic fluvial interne. Si on revient à une norme qui est le quart, nous renforçons la puissance de nos grands ports. Nous devenons enfin sérieux dans la compétition avec Anvers ou Rotterdam, ou même le pauvre Marseille, mais la Méditerranée tourne à la mer fermée, vous l'avez bien compris. Troisième atout français, cette augmentation des zones économiques exclusives. Je vous ai raconté l'histoire et le droit, je n'y reviens pas besoin de me répéter. Le quatrième atout français, c'est que cette longue histoire mystérieuse, il nous reste des outils, des hommes à vocation, des instruments, des entreprises. Thalès, Safran, n'ont jamais oublié la mer. Et puis, une histoire de vieille France aristocratique. Colbert et Louvois avaient créé ensemble un outil énorme qui était la direction des constructions, ça. Et arme navale de Sa Majesté le roi Louis XVI. C'est-à-dire qu'il a construit l'Hermione. Vous avez dû lire dans la presse il n'y a pas très longtemps les exploits d'Hermione, vous avez vu ça? On a refait à l'identique avec les mêmes matériaux, mais en 17 ans, contre 6 mois à l'époque. Sacré industrie. Frégate en bois, la copie, le sosie, de celle qui avait amené aux États-Unis, aux jeunes États-Unis, à la fois le marquis de Lafayette et la promesse royale d'entrer en guerre aux côtés d'eux-mêmes pour les libérer des Anglais. Ça a créé des liens. On refait ça. Toujours est-il que cet immense service qui a construit des bateaux militaires parmi les plus nobles et les plus... Il y avait le Suffren, il y a eu des Richelieu, deux fois, enfin, etc. Puis bon, la vie est la vie. Les stratèges ne croient plus à la guerre maritime. On a privatisé. Pourquoi pas? Je ne suis pas dans ces... On a l'esprit un peu trop rapide qui considère que le péché commence là. Je ne pas dit ça. Moi, je suis un socialiste modéré. Il m'a fallu bien dessiner métier, le prix d'interdit de rigoler. On a privatisé. Et voilà que le grand capital privé français siège au siège de la direction des constructions des armes navales. Le large, c'est moi qui le tiens mal. Il n'y a pas besoin de changer. Si. Vous n'entendez plus rien? Merci. Et très vite, il arrive aux capitalistes géniaux. Il faut quand même que les socialistes sachent aussi c'est même le danger. Le capital représenté pour une grande décision. Il n'y a plus d'argent à faire dans le métier de notre entreprise depuis 300 ans. On ne fera plus d'argent en construisant des bâtiments militaires de surface. C'est plus la mode. La guerre, c'est plus comme ça. Donc, on va se ruer sur le sous-marin. 15 ans après, sans que ça se sache, la France est championne du monde de l'autodénigrement, vous le savez peut-être aussi. Sans que ça se sache, TCNS, c'est le nouveau nom, je ne sais pas ce que ça veut dire, est en fait numéro 1 ou 2 mondial dans les travaux profondément sous-marins, dans l'exploration sous-marine et dans toutes les recherches et les réalisations de prototypes concernant l'utilisation et l'usage énergétique des ressources par courant, par température des fonds sous-marins. Et du point de vue des travaux à moins de 100 mètres, à plus de 100 mètres sous l'eau, la France est presque sans rival.
Donc ça, plus Safran, plus Thalès, plus pas mal d'autres, plus alors des fous, genre Cousteau et quelques autres, dont le rêve et la passion, mais qui ont marqué le monde, qui l'ont entraîné. La France a une très évidente vocation. Je ne sais plus à qui le dire. On n'a pas achevé le rêve de la décentralisation. J'ai été, vous le savez, c'est une rigolade pour d'autres temps et d'autres commémorations, le premier des hommes politiques, pardonnez-moi madame, le bonhomme comprend les femmes dans cette carrière-là. Le premier des hommes politiques français a engagé le combat contre le jacobinisme comme destructeur des chances de développement qui suppose de la réponse de l'autonomie des initiatives sur place et des financements sur place. On n'a pas fini le travail. La France vit toujours, malgré d'énormes atouts que dénigre tout le temps, mais qui sont là. La France est toujours paralysée par un excès de surréglementation. C'est une maladie qu'on se verra ailleurs et autrement. Région de l'océan Indien. Ça fait partie des solutions. Je veux dire que le fait que nous avons la possibilité de mobiliser les armes que sont les acteurs que je viens d'évoquer ici. Voilà, chers amis, j'aurais fait plus bref qu'hier pour votre bonheur à tous. Je crois que je vous ai dit l'essentiel, mais maintenant, l'essentiel est une affaire de mobilisation, et avant même la mobilisation, est une affaire d'accord général des scientifiques, des types sérieux, sur tout ce que je viens de vous raconter. La politique ne peut pas se saisir, même au niveau de la mairie, moins encore une préfecture et pas du tout au niveau d'État, l'appareil politique ne peut pas se saisir de projets incertains et techniquement discutés. Les zones de pensée et de science, et puis les commerçants et industriels qui ont vocation à faire de l'argent, il faut la financer, la science, puisque c'est plus l'État qui se charge. Merci à tous.